La nomination d'un porte-parole à la présidence de la République, le procès des 401 prévenus arrêtés au lendemain des événements du 20 octobre, la crue et la décrue du Chari, ainsi que le comité de suivi donc des préconisations du dialogue national inclusif sont autant de sujets que nous allons aborder dans ce décryptage de l'actualité avec Aziz Mohamed Saleh, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Je suis Chérif Adoudou Artine et vous êtes sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement reçoit aujourd'hui Tchadinfo dans son bureau. Bonjour Aziz Mohamed Saleh. Bonjour. La présidence de la République a nommé un porte-parole il y a quelques semaines. C'est une nouvelle qui nous a un peu étonnés. Est-ce que vous, en tant que porte-parole du gouvernement, vous ne trouvez pas que c'est superflu, qu'il y a un risque de dissonance, risque de redondance, peut-être empiètement dans vos domaines et éventuellement des problèmes d'ego? Moi, je ne vois pas de risque à ce niveau, Chérif. Et avant que ce soit nommé, il y a eu un organigramme de la présidence. Et il y a dans beaucoup de pays des porte-paroles du chef de l'État. C'est une action qui devrait aller pour qu'il y ait plus de lisibilité dans le cadre de l'action du chef de l'État. Il y a donc un bicéphalisme au niveau de l'exécutif, avec un chef d'État et un chef de gouvernement, avec des attributions qui sont bien définies, très claires. Et je pense que sur cela, il n'y aura pas de difficulté. Au même titre, il y a des conseillers techniques des différents ministères qui sont à la présidence, et donc c'est plus pour renforcer l'action de l'exécutif plutôt que de l'affaiblir. Est-ce qu'il y a une concertation entre le porte-parole du gouvernement que vous êtes et le porte-parole de la présidence? Est-ce qu'il y a une feuille de route, un job description pour chacun qui définit bien les lignes ou bien alors c'est au feeling? Le job description existe dans les textes. C'est les attributs qui sont fixés au niveau du gouvernement et le décret qui porte attribution du gouvernement qui vient justement de sortir il y a 48 heures, qui définit pour chacun les attributs. Donc, il y va, je pense, du bon sens, que chacun respecte ses prérogatives. Et à partir de là, c'est M. Braque, c'est un ministre que je connais, qui est responsable et que je pense qu'il va beaucoup plus booster l'action conjointe de l'exécutif plutôt que vos appréhensions. 401 personnes ont été arrêtées au lendemain des événements du 20 octobre. Un procès s'est ouvert le 29 novembre. Et puis le 2 décembre, il y a eu un communiqué de presse d'Amnesty International qui, selon leurs termes, ce procès soulève des interrogations par rapport à la Charte africaine des droits de l'homme qui demande que les prévenus puissent bénéficier d'un temps raisonnable pour se défendre, que les audiences soient publiques, qu'il y ait des avocats en leur présence. Mais le procès se déroule à 600 km de N'Djamena, à 600 km du lieu où les éventuelles infractions ont été accomplies. Est-ce que là, il n'y a pas une dérive au niveau de la justice? Écoutez, je suis juriste, donc très légaliste. Il y a des actions judiciaires qui sont en cours et donc il ne revient pas au porte-parole que je suis de rentrer dans les secrets d'instruction et également des juges. Sinon, j'aimerais déjà corriger un petit peu les chiffres officiels au niveau des arrestations. Ce n'est pas 400, c'était 600 arrestations qui a eu lieu. Et le gouvernement n'a pas pour vocation de répondre à des invectives de quelques organisations d'où qu'elles viennent. Et je crois que ça a été un engagement fort qui a été relevé lors du dialogue. Le gouvernement doit pouvoir s'assumer et les Tchadiens doivent pouvoir décider eux-mêmes de leur avenir. Je crois que c'est quand même quelque chose qui me semble fondamental. Nous n'allons pas du tic au tac répondre à des invectives ou à quelques organisations sur la conduite des affaires que nous devons avoir. Nous devons d'abord être jugés par notre population sur l'exécution des mesures qui doivent être faites conformément à la loi. En l'occurrence, il y a quelques années, il y a eu des prévenus et des moindres, pas des moindres, qui ont été également jugés à Mossoro ici, à quelques centaines de kilomètres, pour des faits réalisés à N'Djamena. Non, je pense que
la question ailleurs. La question, principalement, à mon sens, c'est ce que j'ai appelé pendant le dialogue le mélange de genres. Le mélange de genres, vous êtes avocat, vous êtes syndicaliste, vous exercez pleinement cette activité. Mais lorsque vous délaissez l'activité principale pour faire un mélange du genre et des activités politiques, vous dénaturez votre profession. Vous dénaturez votre engagement, hein, vos serments que vous avez faits. Je crois que c'est le rappel principal à l'ordre. Maintenant, lorsqu'il y a eu donc ces transferts de personnes sur le territoire, pour retourner au centre du pays, ce n'est pas l'extrême, non, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie. Mais c'est à 600 km de Ghana. Bien sûr, mais il y a pour aller à la frontière, il faut près de 2000 km. Donc, c'est un pays vaste, dans un contexte où on l'a maintes fois expliqué, où il y a eu les violons à N'Djamena qui étaient pleins, pour grève des magistrats qui durait 2 mois. Il y avait les prisonniers de guerre qui étaient nombreux à Klissoum. Donc, les violons étaient pleins. Et donc, il fallait, pour une question purement de gestion intérieure, pouvoir transférer dans une autre prison. Et il y a des gens il y a eu des audiences foraines qui ont été organisées avec des avocats et qui sont partis. Et ensuite, ces mêmes avocats disent non, pour des raisons qui leur sont propres. Non, cette fois-ci, on ne veut pas y aller. Je trouve vraiment c'est dommage. L'obligation de se défendre par un d'avoir une défense par un avocat, ce n'est pas une obligation. Les gens peuvent se défendre eux-mêmes s'ils le souhaitent. On souhaiterait que ce soit réellement dans le cadre légal, purement légal. Et là, à ce niveau-là, les magistrats qui ont également une indépendance par rapport à la gestion, c'est peut-être à eux qu'il faudra poser les questions au niveau de la procédure, au niveau des détails. Mais à notre niveau, au niveau gouvernement, ce à quoi on appelle, c'est le respect des textes et des procédures. Et que répondez-vous donc à ces accusations à peine voilées sur la violation donc, de certains articles de la Charte africaine des droits de l'homme? Je vous le dis, en fait, et je le répète une fois de plus, le gouvernement répond à des engagements qui sont pris dans le cadre du dialogue. C'est un gouvernement d'union. Le gouvernement ne répond pas à une organisation internationale qu'elle soit, ni à ses invectives. Et donc, c'est vraiment la position actuelle du gouvernement que de pouvoir mettre en exergue un certain nombre de principes et de textes par rapport à des événements qui se sont passés. Mais lorsque vous avez déjà des partis pris et que vous invectivez le gouvernement, nous, on n'en prend pas compte. Toujours donc, suite aux événements du 20 octobre, il y a eu ce couvre-feu. De 18h, il est passé à 20h ou 21h, et là, il est à minuit. Quand sera-t-il levé? Et est-ce qu'il est encore nécessaire? Écoutez, cela revient à la question initiale. Pourquoi il a été mis en place? En réalité, le gouvernement a pris à contre-cœur ces mesures face à une situation d'insurrection et qui, si ces mesures n'avaient pas été prises, aurait eu des risques certains pour même la bonne suite de la transition. Et donc, il fallait le prendre. Quelques semaines après, il y a eu une évaluation du dispositif qui a été allégée. Et donc, il y a une réévaluation du dispositif qui est en cours. Et on a bon espoir qu'il y a une levée le plus tôt possible par les hautes autorités. Parlons de la crue des fleuves Chari et Lorraine. Donc de septembre jusqu'à il y a quelques jours, donc les eaux montaient. Là, on assiste à une décrue. Le gouvernement a géré tant bien que mal donc cette crise. Aujourd'hui, on parle donc de risques sanitaires avec donc des maladies microbiennes, etc. Quelles sont donc les résolutions ou bien les actions qui ont été décidées et qui vont être prises pour contrer donc ces risques microbiens? Je voudrais profiter d'abord de votre micro pour vraiment féliciter l'action coordonnée, aussi bien du génie militaire, du gouvernement, à travers le ministère en charge de la solidarité, le comité de crise, le ministère de l'aménagement, les jeunes de Europort notamment, les associations de la société civile, les contributions diverses, la visite du chef de l'État qui a impulsé cette solidarité.
c'est un événement exceptionnel qui ne touche pas seulement le Tchad, qui touche des dizaines de pays. Et je pense que le bilan viendra pour faire la situation. Non, mais concrètement, par rapport à ce qui va arriver, je veux dire, ces risques de maladies microbiennes, de choléra... Oui, je voulais d'abord répondre au fait que vous disiez que c'était tant bien que mal que ça a été géré. Moi, je pense que ça a été globalement quand même bien géré face à une situation où 18 provinces sur 23 étaient inondées. Maintenant, la décrue, ça se prépare et ça s'organise. Ça s'organise, il y a un comité de crise qui est là. Le ministère de la Santé est au devant. Le ministère en charge de l'urbanisme également, à travers des actions coordonnées, celui de la solidarité, pour permettre à ce qu'il y ait des mesures anticipatoires qui soient prises, notamment pour éviter un certain nombre de maladies. Et ça, je crois qu'il y a des dispositions prises. Concrètement, qu'est-ce qui a été décidé? Concrètement, ce qui a été décidé, c'est que chaque département prend les mesures afin d'éviter qu'il y ait des risques, notamment sanitaires. La priorité, c'est au niveau de la santé. Et le ministre de la Santé a prévu un certain nombre de kits, notamment pour anticiper sur la question, notamment du choléra, éventuellement, des maladies hydriques, puisque malgré qu'il y a des décrues. Et le ministère de l'Aménagement, vous savez, ce sont des zones inondables. Il faut déjà éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire qu'il y ait une réinstallation déjà dans ces zones. L'objectif, c'est d'éviter cela pour l'année prochaine. Donc, il faut déjà prendre un certain nombre de dispositifs pour que ces zones inondables puissent ne pas être habitées, et que, au niveau également de la protection avec les digues, elles soient renforcées. Donc, c'est des actions concrètes qui sont prévues pour permettre que cela ne se produise pas ou que les effets soient amoindris. Voilà, donc 2 mois après le dialogue national inclusif, un comité a été mis en place. Comment est-ce que ça va se dérouler? Quelles seront les priorités de ce comité? Il y a en réalité plusieurs comités qui ont été mis en place. Il y a un comité indépendant qui a été mis en place et il y a ce comité de suivi qui vient d'être installé par le chef de l'État. Donc en réalité, c'est suivre sur ne serait-ce que déjà les 24 mois le calendrier d'exécution des mesures. Et donc c'est un comité qui va permettre de booster la réalisation des mesures prises dans le cadre, que ce soit des textes de loi, que ce soit des mesures. Il y a par exemple la mise en œuvre de l'accord de droit, pour qu'il y ait un suivi et qu'il y ait un rappel à l'ordre pour que nous soyons dans les délais. Est-ce que par exemple pour ce qu'on peut désigner comme étant des priorités, les accords DDR, donc pour la réinsertion des anciens maquisards, et comment dire, le référendum sur la Constitution. Donc ce sont 2 priorités. Est-ce que vous pensez que dans l'année à venir, on pourrait les organiser? Non, le gouvernement ne pense pas. Ce sont des engagements formels avec un calendrier. Le calendrier, le gouvernement est mis en place pour l'exécution du calendrier. Et c'est sur cela qu'il sera jugé. Donc, principalement, le DDR, il y a d'abord l'accord de Doha qui prévoit un certain nombre de comités de mise en œuvre du DDR. Et je crois que le DDR ne s'arrêtera pas à la mise en place des transitions. C'est sur des années que le programme de DDR se met. C'est la démobilisation, la réinsertion, et donc ça mettra énormément de temps. S'agissant du référendum, il y a déjà un calendrier qui est fixé. Et quelles sont les dates? Les dates, c'est qu'il faut que la première année, avant la fin de la première année d'exécution sur les 24 mois, on fasse le référendum avec donc une nouvelle constitution et un an après, donc au bout de 24 mois, des élections présidentielles. Donc avant cela, il y a bien évidemment des commissions électorales à mettre en place, un fichier qui doit également être revu. Donc tout est calendairement fixé et c'est aussi l'objectif du comité. D'ici le 1er décembre 2023, nous aurons une nouvelle constitution. Ce n'est pas mes propos, c'est le calendrier d'exécution du dialogue national inclusif. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement est issu de ce dialogue. C'est pas lui de revoir cette feuille de route. Il est chargé d'appliquer. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un engagement ferme. Merci Aziz Mamad. Merci beaucoup.